Mais avant de le développer, on va d'abord aller en Swaziland. Évidemment, ici, chez nous, on ne parle pas seulement du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, absolument pas. On a d'ailleurs compris que la mentalité francolâtre est généralement centrée sur la francophonie. La mentalité francophile en Afrique est malheureusement très reculée par rapport aux anglo-saxons africains. Ok. Eswatini, voilà, un pays très intéressant. En fait, c'est un royaume, pas un pays du tout, dirigé par un roi appelé roi Mswati III, ok, le troisième, a 16 épouses et 32 enfants. Pourquoi faudrait-il avoir 16 épouses? Qui en a vraiment besoin? Est-ce qu'elles sont toutes satisfaites sur le plan intime? La satisfaction peut-elle être vraiment intime? On se pose des questions. Parce que bon, naturellement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont vraiment pas besoin de satisfaction intime. Il faut le dire. Il y a beaucoup de femmes, en fait, les femmes sont différentes, hein. Il faut pas généraliser son cas, évidemment. Il y a des femmes qui peuvent vivre pendant 1 année, 2 ans sans en avoir et sans avoir de soucis du tout. Et sans en chercher et sans même y penser. Ça existe. Et elles ne sont pas frigides, ne vous en faites pas. Parce que quand l'environnement est propice et qu'il y a une bonne personne devant elle, elle est tout à fait florissante. Par contre, il y a aussi des femmes qui en veulent 1 fois tous les 5 heures. Ou les 3 heures, ça dépend. Ou 7 fois par jour. Ah oui. Alors, dans le cas de King Mswati le troisième, pouvons-nous dire que toutes ces femmes sont insatisfaites ou aigries ou non épanouies? Absolument pas. On comprend tout à fait qu'il est naturellement normal pour des gens qui ont vécu toute leur vie en Occident ou ceux qui ont carrément adopté la mentalité de s'opposer à ce système social, disant la polygamie est inutile, ça ne sert absolument à rien, pourquoi tu as besoin d'autant de personnes? Mais bon, il faut vous rappeler aussi qu'en Afrique, dans sa généralité, dans beaucoup d'endroits, la polygamie ne posait aucun problème. Au fait, la théorie, priant la jalousie était une théorie exogène. C'est-à-dire, dans le passé, on comprenait tout à fait qu'un homme veuille d'une 2e ou une 3e femme, puisque ça lui était permis sans difficulté. Mais bon, c'est de la même façon, on a adopté la mentalité selon laquelle avoir une 2e ou 3e femme est un problème démoniaque. Bon, écoutez, il faut aussi rentrer dans les bases, parce que les mêmes personnes qui jugent des démoniaques le fait d'être polygame sont les mêmes personnes qui soutiennent les hommes qui aiment d'autres hommes. C'est quand même paradoxal, n'est-ce pas? Si on peut respecter les hommes qui sont papa, pourquoi ne faudrait-il pas respecter ceux qui veulent avoir plusieurs femmes? Et surtout si ces femmes sont libres d'accepter ou pas. En effet, il y a aussi des gens qui vous disent que les femmes acceptent la polygamie, généralement c'est par la misère ou encore par le manque d'éducation ou manque de connaissances. L'une des épouses de King Mswati III, Inkosinati Lamatsebula, la première épouse du roi Mswati III, est titulaire d'un diplôme en psychologie et d'un master en histoire. Ce n'est pas une imbécile, absolument pas. Elle a quand même accepté ce setting où elle vivra avec plusieurs autres femmes, sans difficulté. D'aucuns diront, écoutez, en fin de compte, c'est un roi. C'est un point très élégant à prendre en considération. Mais faudrait-il dire que tous ceux qui sont polygames aujourd'hui sont rois? Absolument pas. Le roi Mswati a aussi épousé Nontsebo Zuma, la fille du président Zuma, à 21 ans d'âge. Le président Zuma et ces messieurs ici, ex-président de l'Afrique du Sud, ce sont des Zoulous. Bon, regardez la carte. Ça, c'est le Swaziland. Ça, c'est l'Afrique du Sud. 2 pays différents. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le concept est bizarre, n'est-ce pas? Un pays qui est presque à moitié à l'intérieur de l'Afrique du Sud étant un pays différent de l'Afrique du Sud. C'est quand même bizarre parce que ceux qui vivent en Swaziland sont des Baswati. Il y a aussi des Baswati en Afrique du Sud qui parlent la même langue, la même culture. Les Baswati, en effet, sont cousins aux Zoulous. Ils ont les mêmes cultures. Donc, le monsieur a épousé la fille de l'ex-président Jacob Zuma, qui est très influent en Afrique du Sud. La question qu'on se pose ici, c'est, il a fait ça par amour simple ou par stratégie? Il faut se poser la question. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégie là-dessus. Parce qu'en épousant la fille de quelqu'un, vous gagnez aussi sa confiance, vous gagnez aussi sa protection financière tant que physique. Alors, en Swaziland, un pays très intéressant, malheureusement, un pays criblé de VIH. 1 personne sur 4 est atteinte du VIH. Swaziland ou Eswatini, mais ils sont très belles. Regardez celles-là. Elles aussi, elles sont jolies, n'est-ce pas? Hein? Elles aussi. Il y en a plein. Elles sont généralement magnifiques comme femmes. Et écoutez, le VIH évidemment aujourd'hui n'est pas une condamnation à mort. Il y a beaucoup de gens qui se marient comme ça étant positifs. Il y a aussi des gens négatifs qui épousent des gens qui sont positifs. Ils sont appelés des couples sérodiscordants qui, avec un management intelligent, ont des enfants qui sont complètement séronégatifs. Ah oui, il y a des gens séropositifs qui épousent des femmes séronégatives ou vice-versa et font des enfants qui sont séronégatifs et vivent une vie tout à fait normale. Pendant que vous, qui êtes séronégatif, vous mourrez avant eux des misères, de peines, de jalousies et de meurtres. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment un problème comme ça, pas en Afrique du Sud. Dans la culture au Swaziland, évidemment, ici, on apprend la culture, c'est important. Ce n'est pas essentiellement Ibrahim Traoré a fait quoi, c'est bien tout ça, mais il faut élargir la connaissance. Dans leur culture, le roi a le droit de choisir une femme. Plus d'1 fois par an, le roi peut choisir une femme. Et avec ça, les femmes
qui sont sélectionnées, évidemment, sont des filles qui sont vierges. Ah oui, il faut être vierge ou rien. Et je sais qu'ici, beaucoup de gens sont intrigués quand on parle de body count. Tu veux voir mon body count ou quoi? Je veux mon body count. Ah oui, il faut être préservé. Et les familles, dans ce cas, sont dans l'impération de vouloir protéger leurs enfants, dans l'objectif de finalement devenir un jour peut-être la femme du roi. Okay, on peut pas présenter une petite fille comme on pensait qu'elle était tout ça, et le roi découvre que voilà, il y a un trou plus gros que les... Bon, bref, il faut pas entrer dans ces histoires. Pourquoi sommes-nous en train de parler de la Swaziland? Parce que Donald Trump et son équipe ont envoyé 5 immigrés qu'ils disent avoir été condamnés pour des crimes graves vers la nation africaine d'Eswatini. Avant, ça s'appelait Swaziland, maintenant ça s'appelle Eswatini, pour récupérer le rythme africain. Les États-Unis ont déjà déporté 8 personnes en effet, envoyé 8 personnes au Soudan, après que la Cour suprême ait levé les restrictions concernant l'envoi des personnes vers des pays où ils n'ont aucun lien. C'est-à-dire aujourd'hui, les États-Unis peuvent vous envoyer dans un pays qui ne vous connaît pas et vous ne connaissez pas. C'est ce qu'on a fait d'un Congolais là, un Congolais zaïrois. On l'a pas jeté au Congo Zaïre, on l'a jeté au Soudan du Sud. Chez ces gens comme ça là, et celui-là. Ils sont très grands de taille, il va certainement épouser une femme noire. Parce que bon, écoutez, il n'y a pas de route du Soudan au Zaïre, il n'y en a pas. Faut prendre l'avion. Jusque-là, comme monsieur n'a pas de documents, il va commencer à enfin, comment il fera pour voyager? Bref, le Soudan a été obligé de recevoir ces personnes. Sinon, les États-Unis allaient punir. Les États-Unis ont commencé par punir en faisant quoi? On a annulé tous les visas des Soudanais aux États-Unis d'Amérique. Même ceux qui étaient légaux. Parce que le Soudan avait refusé d'accepter le Congolais qui était renvoyé au Soudan comme déporté. Le Soudan a dit non, le Soudan du Sud, évidemment, a dit non, 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 ce monsieur n'est pas l'un de nous. Il faut le reprendre. Les Américains ont dit si vous ne le reprenez pas, on annule tous vos visas. Ils ont douté, ils ont fait ça. Et jusque-là, on n'a même pas renouvelé ces visas. Ils ont dit, on verra avec le temps, si le Soudan continue à coopérer, finalement, on va décider de reprendre. Donc, il y a certains pays africains qui ont accepté la demande menaçante de Donald Trump de recevoir des gens. Mais ce qui est intéressant ici à retenir, c'est que ce n'est pas gratos. Ok? La secrétaire adjointe de la sécurité intérieure, Tricia McLaughlin, a déclaré que ces 5 hommes, citoyens du Vietnam, de la Jamaïque, du Cuba, du Yémen et du Laos, avaient été déportés vers Eswatini. Elle a précisé qu'ils étaient tous des criminels condamnés et des individus si particulièrement barbares que leur pays d'origine ont refusé de les reprendre. Des gens particulièrement barbares que leur pays d'origine dit non, on ne veut pas de garder-les là-bas. Et c'est comme ça les États-Unis ont dit nous aussi on ne veut pas, on va les envoyer en Afrique. Des gens de Cuba, Jamaïque, Yémen, Laos, ça ne rigole pas. Encore même plus forte raison, vous ou votre cousin qui est parti là-bas dans des commissions de l'église où il y avait colloque, mais n'est jamais rentré à la maison au nom de Jésus. Ah oui, les gens font ça. L'une des manières les plus faciles de partir aux États-Unis, c'est à travers des conférences de prière. Et puis bon, on se pose la question, c'était vraiment la prière ou la sorcellerie? Enfin bref. McLaughlin a déclaré qu'ils étaient condamnés pour des crimes violents, incluant le meurtre, le viol d'enfants et qu'un d'eux était un membre confirmé d'un gang. Comment vous partez chez les gens faire des viols d'enfants? Vraiment, je ne comprends pas. Naturellement, vous posez la question de savoir pourquoi ils ont accepté ça. Est-ce que c'est par menace? Est-ce que Trump a dit « je vais vous punir si vous ne recevez pas ces gens » Ce n'est absolument pas ça. Premièrement, Eswatini veut avoir des faveurs des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire être perçu positivement est une bonne chose pour eux, parce que c'est un pays qui a été négligé depuis très longtemps, qui aussi quelquefois reçoit des répressions internationales. C'est une façon de gagner. Quand vous dites aux Américains, on prendra toute votre merde, écoutez, les Américains vous aiment bien. Secondo, il a été reporté qu'il y a eu des échanges financiers. Okay? C'est-à-dire les États-Unis ont proposé de l'argent à ce pays. Pourquoi on accepterait des gens comme ça? Évidemment, en acceptant un deal comme ça, on accepte des risques aussi. Les risques numéro 1, c'est-à-dire l'Eswatini a beaucoup de criminels en prison. Okay? Donc les prisons sont engorgées. Généralement en Afrique, les prisons qui ne peuvent que contenir 7000 personnes sont souvent remplies de 17 000 personnes. Ce n'est pas différent à Eswatini. Évidemment, ici, vous importez dans votre pays des criminels de haut niveau, tels que des violeurs d'enfants, des tueurs. Vous créez un nouveau problème. Au cas où ils se retrouvaient dans la société, ça serait absolument absurde. Il y a des pays qui négocient actuellement avec les États-Unis pour accepter de refouler, les déporter des États-Unis. Des pays africains, ah oui. Il y a le Rwanda. Le Rwanda est en discussion préliminaire avec les États-Unis pour potentiellement accepter de déporter des pays tiers. Si l'accord est finalisé, c'est la ferait du Rwanda, la première nation africaine à accepter un tel arrangement. Est-ce que le Rwanda va accepter? Absolument, le Rwanda va accepter. Pourquoi? Parce que le Rwanda l'a déjà fait dans le passé avec la Grande-Bretagne. Les Britanniques envoyaient les immigrants, les immigrés, tous les voleurs africains qui partaient là-bas pour aller au Rwanda. Ils ont reçu à peu près 3 millions de livres sterling dans l'objectif, en tout cas à peu près,
de créer des locations, des habitations où seraient abritées toutes ces personnes qui partent en Grande-Bretagne pour se faire une belle vie. Les Britanniques en avaient marre de recevoir toute la misère du monde qui venait là-bas, dépensant à peu près 20 millions de dollars par jour pour vous héberger dans des histoires. C'était complètement incohérent. Donc il faudrait vous envoyer au Rwanda, quelque part dans un pays où les gens vous ressemblent. Enfin, ils vous ressemblent pas beaucoup, mais ils sont comme ça. Ils sont quand même très jolis, hein, les frères et les femmes. Celle-là, c'est une Rwandaise. Ça aussi. Regardez-moi ça. Et ça. Yo. Et ça. Et Nyash. Oh là là. Donc si Nyash, c'est votre truc, le Rwanda, c'est... Non, peut-être l'Ouganda. Non, Nyash, c'est l'Ouganda. Enfin, bref, restez concentrés. Alors, le Rwanda l'a déjà fait dans le passé, ça ne sera pas du nouveau. C'est facile. Enfin, il y a beaucoup de gens qui s'étaient plaints, disant pourquoi le Rwanda a accepté d'accueillir les réfugiés africains, c'était anti-africain et tout le bazar. Bon, en réalité, la Grande-Bretagne était d'abord partie au Ghana pour essayer de négocier, disant est-ce que vous pouvez recevoir des immigrés africains qui viennent ici illégalement. Le Ghana a dit non, on ne peut malheureusement pas faire ça. Ils sont partis au Kenya présentant la même requête, le Kenya disant écoutez, non, on peut malheureusement pas faire ça, ça fait pas partie de notre politique étrangère. Parti au Rwanda pour la même raison, le Rwanda disait qu'est-ce qu'on en gagne. Écoutez, du flouze, 300 millions de dollars et plus. C'est l'argent. Le Rwanda en a besoin pour les routes, pour les écoles, pour les hôpitaux et tout le bazar. Et beaucoup de gens étaient vraiment mécontent. La question qui se pose, est-ce la faute du Rwanda que votre pays est en train de faillir? Non, ce n'est pas la faute du Rwanda que votre gouvernement est un gouvernement paupérisateur, voleur qui n'investit pas dans le pays. Okay? Chaque pays a des ressources, en Afrique au moins. Okay? Même si ce sont des ressources réelles ou pas, vous en servez pour développer la nation, pour construire des hôpitaux décents, pour construire des routes, des écoles et tout le bazar, pour assurer la survie de la population. Vous ne le faites pas et votre population va partir en Grande-Bretagne et le Rwanda est censé dire non au nom des Afriques. Absolument pas. Le Rwanda en a profité. Nous sommes là. Il y a aussi le Nigeria, second pays qui a été proposé possibilité de recevoir les Africains. Le Nigeria a rejeté la pression américaine d'accepter les déportés des pays tiers. Comme raison, ils ont invoqué la préoccupation liée à la capacité et la sécurité. Donc, le Nigeria a déjà 23 millions. Ils vont accepter des gens pour les mettre où? Vous pouvez simplement vous imaginer l'état des prisons au Nigeria. Regardez-moi ça. Tu vas te mettre où? Question de sécurité. Même si vous êtes un voyou, tout ça. C'est pas au Nigeria que vous allez faire votre banditisme. Ils ont des vrais bandits là-bas. Hein? D'ailleurs, les chrétiens, en effet, ils sont massacrés là-bas chez eux. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas un seul lieu sur Terre où les chrétiens sont tués plus qu'au Nigeria. Ah oui, ce sont par des gens, des extrémistes islamistes qui descendent dans les rues. Quelquefois, vous ne faites pas la religion, on vous abat, ou on vous emmène dans un coin. Oui, le Nigeria est très dangereux, hein, ne vous en faites pas. C'est bien beau tout ça, Whisky, Davido et Burna Boy, tout ça. Mais ça c'est le 1% of the 1%. C'est ça leur vie. D'ailleurs, eux-mêmes au Nigeria, ils ont des convois de militaires qui les accompagnent partout où ils vont. Ce n'est pas un lieu où il faut aller faire du baratin.